Le 15e sommet de la francophonie a connu son épilogue hier dimanche dans la capitale sénégalaise avec la désignation de Michael Jean comme secrétaire général de l'organisation pour succéder à Abdou Diouf. Aux côtés de ses pairs de 34 pays francophones, le président Faure Esozimna Gnazingbe a participé depuis samedi aux travaux qui ont statué sur plusieurs sujets d'actualité, surtout sur le continent africain. Et puis l'objectif zéro discrimination, zéro décès et zéro contamination au VIH-Sida à l'ordre du jour ce 1er décembre, journée consacrée à la lutte contre la pandémie. La mobilisation reste toujours de mise au Togo et dans le reste du monde malgré les résultats satisfaisants enregistrés cette année. Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République, Faure Esozimna Gnazingbe, a adressé un message de félicitations à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed El Nahyan, émir de l'État des Émirats Arabes Unis. Le président dit ce qui suit. Altesse. Au moment où le peuple émirati s'apprête à célébrer l'anniversaire de sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple togolais ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Puisse Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, accorder santé et bonheur à vous-même et à votre famille, ainsi que paix et de prospérité continue au peuple ami et des Émirats Arabes Unis. Vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Altesse, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Et puis je vous le disais en titre, la grande messe de la francophonie a pris fin hier dimanche à Dakar, au Sénégal, avec la désignation de la Canadienne Michael Jean comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Une désignation par consensus qui a mis fin à 2 jours d'intenses travaux auxquels ont pris part 35 chefs d'État, dont le président togolais Faure Esozimna Gnazingbe. Nous reviendrons plus en détail sur le séjour du président de la République en terre sénégalaise dans le courant de cette édition. À la primature ce matin, le Premier ministre Kwesi Sele-Agodji Aoumezounou a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Mohamed El Nokali était porteur d'un message du Premier ministre égyptien à son homologue togolais. L'état de la coopération entre le Togo et l'Égypte était également au menu des discussions. Nous écoutons le diplomate égyptien à la fin de son entretien avec le chef du gouvernement. Il était au micro de Clarisse Atiklé. Pour remettre une lettre du Premier ministre égyptien à son frère, le Premier ministre de la République togolaise. La relation entre le Togo et l'Égypte, il y a une continuité depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le drapeau égyptien n'a pas cessé de flotter sur l'ambassade d'Égypte. On a toujours été présent malgré tous les moments libres. Bon, je crois que les relations sont des relations excellentes. Il y a de bons rapports économique, il y a un programme de coopération, de renforcement de capacités et de stages, de bourses que l'agence de développement égyptien entame pour les stagiaires et togolais et ça avance dans de très bonnes conditions. Il y a prochainement un protocole de coopération culturelle qui sera signé prochainement entre les deux pays. Le Premier ministre a également présidé ce matin, toujours à la primature, une réunion de restitution des résultats de l'évaluation du dispositif mis en place dans notre pays pour prévenir et lutter contre la maladie à virus Ebola. Les responsables du ministère de la Santé, de l'OMS et du comité de lutte contre la maladie Ebola ont pris part à cette réunion. Écoutons la représentante de l'OMS au Togo qui fait le point de la réunion, toujours au micro de Clarisse Atiklé. L'OMS a catégorisé les pays en pays touchés et en pays qui ne sont pas encore touchés. Et on a identifié dans ce cas 18 pays dans lesquels des actions devaient être menées pour mieux se préparer à la survenue d'une éventuelle épidémie. Et des missions sillonnent ces 18 pays pour évaluer un peu le dispositif en place, pour comprendre son fonctionnement et faire des recommandations
dans la perspective d'améliorer les préparatifs. Donc c'est dans ce cadre qu'une mission a séjourné au Togo toute la semaine dernière et à la suite de cette mission est venue rendre compte des résultats au Premier ministre, ministre en charge de la Santé. En gros, le dispositif est en place. Le dispositif fonctionne, mais il y a certains points de faiblesse qui mériteraient d'être renforcés et c'est ce que nous avons exprimé au Premier ministre. L'autre actualité de ce jour, aujourd'hui 1er décembre, la communauté internationale se mobilise contre la pandémie du VIH-Sida. Pour cette année, plusieurs rapports font état de chiffres encourageants. Les nouvelles infections au VIH ont baissé d'un tiers depuis le début des années 2000 et 15 millions de personnes séropositives pourraient bénéficier de traitements en 2015. Pour autant, la guerre contre le VIH est loin d'être terminée et la mobilisation ne faiblit pas, comme c'était le cas ce matin dans plusieurs services et sociétés à Lomé comme à Dapan. Le compte rendu avec Christine Petit-Kialodé, Élisée Kodo, Antoinette Romain-Vovor et Désiré Aloy. La 27e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida met l'accent sur les personnes vivant avec la maladie. Elles en souffrent déjà et il faudrait plutôt les aider à vivre plus longtemps avec au lieu de les exclure. Au port autonome de Lomé, les travailleurs ont été sensibilisés sur les modes de transmission, les signes cliniques, les mesures de prévention, avec un accent particulier sur les conséquences de la stigmatisation. La personne qui vit avec le VIH-Sida se sent seule et ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Pour une meilleure prise en charge, il faut se faire dépister et connaître son statut sérologique. Sur place, un dépistage gratuit a été organisé. À la Société togolaise des eaux, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida n'est pas passée inaperçue. Là, c'est la stigmatisation qui est au centre des débats, d'où le thème zéro discrimination à la TDE. Et nous avons décidé de nous battre contre la stigmatisation pour amener tous les agents à s'accepter mutuellement. Les pairs conseillers de la société ont sensibilisé le personnel à adopter de bons comportements pour éviter la contamination au VIH-Sida ou à vivre longtemps avec si on l'a déjà contracté. La Sotral a mené une sensibilisation à l'endroit des passagers, conducteurs et personnels relevant de son administration. Le défi, amener la population à une prise de conscience afin d'avoir zéro infection en 2015. Nous avons profité de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le sida pour organiser cette manifestation qui tend à renouveler la sensibilisation. Une opération de dépistage gratuite sera organisée par la Sotral à l'endroit du public le 6 décembre prochain. À travers cette causerie débat de réflexion et de partage avec les membres bénéficiaires du projet Bon Samaritain, l'Alliance biblique du Togo entend œuvrer pour l'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès au Togo. Un paradigme est fondamental, il faut lutter contre la discrimination. Tout comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance biblique du Togo se fixe un objectif ambitieux d'aider à combler l'écart entre les personnes ayant accès aux services de prévention et ceux ayant accès aux ARV. Au plan national, la prévalence en régression interpelle encore les populations à œuvrer en s'impliquant individuellement ou collectivement et d'une manière efficace dans la prévention. La CET, depuis quelques années, sensibilise son personnel dans ce sens. Cette année, et dans le cadre de la 27e journée mondiale du sida placée sous le thème « Zéro discrimination, excluant le VIH, pas de personnes vivant avec le VIH ». La CET a voulu organiser cette journée à Dapaon pour sensibiliser son personnel sur les voies de contamination du sida, les moyens pour limiter la contamination et le comportement des personnes vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH-Sida. La sensibilisation de la CET a été soutenue par l'ONG El Togo et la Miss Togo 2010 pour attirer l'attention de tous sur la discrimination et la stigmatisation et appeler le personnel à l'application stricte des ABCD, abstinence, bonne fidélité, condom et dépistage. Des séances de dépistage gratuits et volontaires ont été organisées. La CET, pour accompagner l'ONG Vivre dans l'Espérance à Dapaon, a remis à celle-ci une enveloppe financière de 500 000 francs pour prendre en charge les personnes infectées et les orphelins.
Et en Ouganda, le taux de prévalence est lui à la hausse. La cause, les Ougandais rechignent à utiliser les préservatifs distribués gratuitement dans les centres de santé du pays. Pour eux, ces préservatifs ne répondraient pas à leurs attentes. Regardez. À Kampala, c'est une clinique qui prend en charge les séropositifs. Et ici, comme dans de nombreux lieux publics en Ouganda, les préservatifs sont gratuits. Le problème, c'est que personne ou presque ne les utilise. Et pour cause, ils sont trop petits. La faute à leurs fabricants chinois. Le problème est bien connu des Ougandais. Ça me dérange beaucoup. Quand je les utilise, c'est trop serré. C'est trop petit. Je ne me sens pas à l'aise. Des préservatifs adaptés, il en existe bien de plusieurs tailles. Mais à la différence des préservatifs made in China, ceux-là ne sont pas distribués gratuitement par les autorités. Il faut les acheter en pharmacie. Ceux-là sont adaptés, ils sont assez longs. Plus ils sont longs, plus ils sont chers. Trop cher pour une majorité d'Ougandais. Et c'est bien ce qui préoccupe ce médecin. Il souligne que la prévention marque le pas. Après des années de recul, le taux de prévalence est reparti à la hausse. Les préservatifs qui sont faits en Chine ont tendance à être trop petits, trop courts. Ils devraient être faits pour ceux qui les utilisent. Ils devraient faire des tailles différentes pour les petits, ceux dans la moyenne et les géants. Plus d'1,5 million d'Ougandais vivent actuellement avec le VIH. Et on revient maintenant au premier titre de ce journal. La grande messe de la francophonie a pris fin hier dimanche à Dakar, au Sénégal, avec la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une désignation par consensus qui met fin à 2 jours d'intenses travaux auxquels ont pris part 35 chefs d'État, dont le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Les sujets d'actualité comme l'épidémie d'Ebola, la menace terroriste de Boko Haram, entre autres, se sont invités dans les discussions de ce 15e sommet. Aimé Abalo. 15e sommet de la francophonie, le président Faure Gnassingbé du Togo y a pris part, aux côtés de ses pairs à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Thème du sommet, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. Après l'étape politique entamée au premier sommet de Dakar en 1989, l'organisation amorce aujourd'hui la phase de la francophonie des peuples. Le thème retenu pour cette messe mondiale de la langue française vise à donner à la communauté francophone l'opportunité d'entreprendre de profondes réflexions sur les changements à opérer en faveur de 2 composantes majeures de la société, les femmes et les jeunes. Les travaux de cette conférence se sont déroulés en 3 temps. Le premier temps avec les techniciens qui ont travaillé pour préparer les documents, préparer les décisions que les ministres et les chefs d'État pourraient prendre. Et puis, deuxième temps, il y a eu la conférence des ministres. Et à la conférence des ministres, eh bien, tout a été exposé. Les ministres ont fait des propositions et ce que la commission technique n'a pas pu prendre comme décision, ça a été renvoyé à la conférence des ministres. Ce que la conférence des ministres n'a pas pu faire, tout a été renvoyé au sommet des présidents. C'est le 3e temps, le sommet des chefs d'État. Et c'est au sommet des chefs d'État et de gouvernement que tout s'est joué autour des 2 enjeux majeurs de ce 15e rendez-vous. D'abord, comment passer d'une francophonie politique à une francophonie économique avec plus d'ouverture aux langues locales des pays partenaires de l'organisation. Le français n'est en compétition contre personne où on n'en veut à aucune autre langue. Mais je crois que c'est la question il ne faut pas voir la défense de la langue française juste comme une langue, mais plutôt la question de la diversité linguistique et culturelle. Bon, l'anglais est là et puis demeure. La question de savoir si au niveau dans l'espace francophone, il y a eu plusieurs chefs d'État qui, dans leur discours, ont rappelé cela. Au niveau de l'espace francophone, développer aussi le commerce, les échanges économiques, cela ne ferait que contribuer justement à cet épanouissement auquel nous sommes tous attachés. Bien sûr, la langue française a été dès le départ le socle. Ce n'est plus aujourd'hui la
principales préoccupations. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est une autre avancée. L'OIF a inscrit dans sa propre charte l'idée que le français et les langues nationales des pays qui participent à la francophonie se valent. Toutes les études ont révélé que en associant l'étude des langues nationales et l'étude de la langue française, les résultats deviennent meilleurs. C'est pour cela que l'idée double de ce sommet aussi d'aller vers des préoccupations économiques rejoint finalement l'idée que ce sont les développements endogènes sur lesquels l'organisation doit aussi s'adosser pour pouvoir progresser et avoir une durée de vie très longue. Puis, une organisation plus durable et pérenne passe surtout par le choix d'un secrétaire général qui fait le poids et porte loin les ambitions de l'OIF. Abdou Diouf cède son fauteuil à l'issue d'un élogieux mandat de 12 ans. L'hommage à lui rendu est unanime sous un slogan également partagé par tous. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède. Monsieur le Président Abdou Diouf, l'assise institutionnelle de l'OIF, le cadre stratégique décennal de Ouagadougou, les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, textes normatifs de notre vision pour la paix, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, portent tous votre marque indélébile. Devant la communauté francophone et le peuple sénégalais que vous avez tant servi, en reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférence le miroir des Baobab qui s'appellera désormais Centre international de conférence Abdou Diouf, qu'on prononcera CICAD, s'il vous plaît. Jamais, au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai espéré qu'à l'occasion de ce sommet, le président Macky Sall prendrait cette décision de donner le nom Abdou Diouf à ce magnifique centre, à ce bijou. Cinq candidats étaient en lice, la compétition a été rude. Au bout du suspense, c'est Michael Jean, 57 ans, d'origine haïtienne, qui a été choisi. Je tiens en compte toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec les chefs d'État africains qui me disaient: vous savez, votre candidature est totalement légitime. Ce que nous aimons, c'est ce que vous avez à offrir, cette énergie que vous avez, cette capacité rassembleuse qui est la vôtre. Donc, tout cet argument autour du fait que vous soyez africaine ou pas africaine, ce que nous voulons revendiquer, c'est cette africanité globale. C'est cette diaspora africaine dont vous êtes. Ça, c'est formidable, c'est fort. Quand on vous dit ça, et que c'est un Africain qui vous le dit, oh, ça vous donne une énergie extraordinaire. De son côté, le président français a invité la communauté francophone à être fière d'appartenir à une famille solidaire dont les ambitions politiques, sociales et économiques doivent retentir au-delà de l'espace conquis par la langue française. Une communauté exceptionnelle selon lui, grâce à ses 57 États membres, 20 observateurs et près de 300 millions de locuteurs. François Hollande a aussi évoqué les crises qui secouent le monde en insistant sur le respect des normes démocratiques, l'intensification du combat contre le terrorisme et le renforcement de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le sujet a été débattu en marge des travaux, d'une part par le président Faure avec son homologue français et d'autre part avec Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Le sommet a en outre examiné les demandes d'adhésion de nouveaux membres et adopté des résolutions sur diverses autres thématiques. Prochain rendez-vous, Madagascar, en 2016.
Et hier à dimanche, en marge des travaux, le président de la République a reçu en audience le commissaire européen chargé de la coopération et du développement international. Nouvellement élu à la tête de ce cabinet, M. Neven Mimica est allé discuter coopération sécuritaire et développement avec le chef de l'État. Nous écoutons le commissaire européen. At the very beginning of my mandate as the new European Commissioner for the International Cooperation and Development, it was very important for me to meet our major partners. Alors que j'entame mon mandat en ma qualité de commissaire européen chargé de la coopération et du développement international, il était important que je rencontre nos partenaires africains, singulièrement les dirigeants africains avec lesquels nous collaborons dans le domaine du développement et aussi dans le domaine de la sécurité. J'ai rencontré le président du Togo avec qui j'ai discuté de sujets très importants pour notre coopération. Vous savez qu'il y a un programme indicatif national à hauteur de 200 millions d'euros qui va couvrir les 7 années à venir. Ce programme va couvrir la gouvernance, l'eau, l'assainissement et l'énergie. Et nous avons pensé qu'il fallait établir un lien entre la paix, la stabilité et le développement. Il ne peut y avoir de développement sans paix et stabilité, et comme il ne peut y avoir de paix et stabilité sans développement. Nous avons parlé des réformes en cours au Togo. Nous pensons qu'il faut créer des conditions qui permettent de renforcer cette coopération. Et j'ai été très encouragé par ce que j'ai entendu, parce que ce que nous voulons, c'est un partenariat et non pas des relations entre bailleurs de fonds et récipiendaires. Nous voulons essayer de poursuivre cette coopération afin d'arriver à satisfaire les besoins économiques et sociaux du Togo pour le bien-être de la population togolaise. That would contribute then to the real needs of the development needs, economic, social needs for the progress and to the benefits of the people in Togo. Et le président de la République est arrivé dans la capitale sénégalaise le samedi 29 novembre avant l'ouverture du 15e sommet. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor par le ministre sénégalais de la Défense Augustin Tine. En quittant l'aéroport pour son hôtel, le chef de l'État, vous suivez déjà l'arrivée, donc la descente d'avion du chef de l'État à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Et en quittant l'aéroport pour son hôtel, le chef de l'État a eu droit à un véritable bain de foule. La communauté togolaise a réservé un accueil particulièrement chaleureux au président Faure Gnassingbé. L'accueil est réservé au président de la République samedi à son arrivée à Dakar au Sénégal. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir donc de ce 15e sommet de la francophonie. Prochain rendez-vous, Aimé Abalo l'a dit,
en 2016 à Madagascar. La suite de cette édition, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, les forces armées togolaises, partie prenante de cette mission, continuent de renforcer la capacité opérationnelle des unités déployées. Demain, mardi, un important lot de matériel constitué de véhicules militaires, d'équipements majeurs et de pièces de rechange quitte le Togo à destination du Mali. C'est le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Kadanga Abalo, qui a donné l'ordre de mouvement de convoiement. C'était au camp Nyazingbe et Adema ce matin. Ramdan Bassina. Dès les premières heures de la crise malienne, le Togo a toujours été aux côtés de ce pays ami. Une solidarité traduite une fois encore par le Togo qui convoie du matériel militaire afin de renforcer la capacité opérationnelle des unités déployées. Au total, 27 pick-up, 15 Tata, 3 commandes car. Face à l'équipe de convoyage, le général Abalo Kadanga, chef d'état-major général des FAT. Il a rappelé le but de ce mouvement et les impératifs qui appellent à aider au maintien de la paix au Mali. Pour cette opération qui s'inscrit dans le contexte de la MINUSMA, 84 éléments, dont 60 militaires et 24 civils, participent à ce mouvement de convoyage. Convaincu qu'aucun pays n'est complètement à l'abri des assauts des groupes terroristes, le Togo travaille étroitement avec la communauté internationale. Ce geste marque l'engagement du gouvernement togolais à contribuer aux opérations de maintien de la paix. Plus que quelques semaines et le budget 2014 sera définitivement épuisé. Pour respecter les normes internationales relatives à l'adoption des lois de finances, le gouvernement togolais vient d'adopter le projet de loi de finances gestion 2015. Ce budget général prévisionnel s'équilibre en recettes et en dépenses à 806 milliards 193 millions 192 000 francs CFA. Comme en 2014, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des recettes publiques, entre autres, restent les priorités du gouvernement. Radioscopie du projet de budget 2015 avec Mathias Touglo. 806 milliards 193 millions 192 000 francs CFA, c'est le budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses adopté par le Conseil des ministres vendredi dernier. Tout comme l'exercice qui prend fin dans 30 jours, ce budget prévisionnel impose une rigueur dans son exécution. Dans le respect absolu des réformes communautaires avec pour priorité le mieux-être des populations et pour plus de mobilisation des ressources internes, les nouvelles mesures, notamment l'opérationnalisation de l'Office togolais des recettes, OTR, et le guichet unique du commerce extérieur permettront de mieux lutter contre la pauvreté, d'améliorer les recettes publiques, de relancer l'économie par le biais des investissements dans les secteurs porteurs de croissance, bref, d'améliorer de façon générale les conditions de vie des populations togolaises malgré un contexte économique et financier mondial relativement fragile. Le gouvernement togolais, fidèle à ses objectifs et par le biais de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, veut atteindre en 2017 une croissance d'au moins 6,2%. Ainsi donc, par rapport à 2014, le nouveau projet de budget connaîtra une hausse de 13,3% au niveau des dépenses de personnel et 7,2% s'agissant du budget d'investissement qui totalise 247,6 milliards contre 231 milliards en 2014, avec un accent sur les infrastructures routières financées sur ressources propres. L'avant-projet de loi de finances exercice 2015, qui sera bientôt analysé et adopté par la représentation nationale, connaît un accroissement de 11,5% par rapport à 2014 de façon générale et de 8,7% en ce qui concerne les prévisions de recettes et de dépenses au titre des comptes spéciaux de trésor. Et l'OTA participera également à l'enregistrement de bon nombre de recettes de ce projet de loi de finances. Et l'OTA vient de publier la liste définitive des agents retenus à l'issue du concours de recrutement lancé depuis quelques mois. Au total, 509 candidats ont pu tirer leur épingle du jeu. Ils ont eu ce matin leur premier contact avec le commissaire général de l'Office togolais des recettes au siège de l'institution. Aimé Abali. Pour la première fois, ils arrivent à l'Office togolais des recettes, non plus comme postulants, mais comme agents, au vrai sens du terme. Ces jeunes sont définitivement retenus à l'issue du concours de recrutement organisé depuis 4 mois par l'institution. Moi, personnellement, je suis contente
de servir, d'aider l'État togolais à atteindre ses objectifs à travers l'OTR. Le slogan de l'OTR étant fédéré pour bâtir, je suis là pour apporter le plus dans la mobilisation des recettes pour que mon pays, le Togo, puisse être financièrement autonome. Au total, 509 candidats ont pu tirer leur épingle du jeu. Tous ont été accueillis avec enthousiasme au siège de l'OTR par le commissaire général. Vous êtes ici par mérite et personne ne vous a poussé, a-t-il dit à ses nouveaux employés, qu'il a ensuite convié à être à la hauteur des défis. L'effectif total de l'OTR atteint ainsi le chiffre record de 1600 personnes, toutes catégories confondues. Le principe de base de l'OTR, tout le monde le connaît maintenant, c'est la transparence, la tolérance zéro. Très heureux d'avoir tous ces jeunes dynamiques, bien formés, intelligents à intégrer l'Office togolais des recettes. Ces nouveaux agents débutent lundi des stages de perfectionnement pour se familiariser aux réalités de l'Office. Ils seront soumis ensuite à un contrat assorti d'une période d'essai, d'une enquête de moralité, sans oublier la déclaration des biens, un passage obligé avant tout engagement définitif. Les médias, de par leur publication écrite ou production audiovisuelle, participent au développement du pays. Et le journalisme exige alors des professionnels de bonnes pratiques dans la recherche et le traitement des informations. Ce à quoi veut les former donc le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, avec l'appui financier de l'UNESCO, en initiant une série de formations sur la bonne pratique journalistique. Dodo Waré et Adolphe Baka, le compte rendu. Les bonnes pratiques dans la quête et le traitement des informations, c'est ce qu'exige le code de déontologie du métier de journalisme. Mais face à la floraison ces dernières années des journaux, de chaînes de radio et de télévision, voire des sites internet, l'on note un déficit de professionnalisme. C'est la qualité qui est remise en cause et l'information peut compromettre la paix sociale. Un journaliste peut être facilement un criminel sans s'en rendre compte. Il peut être un pyromane sans s'en rendre compte. Il peut être un déstabilisateur sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il doit prendre l'exacte mesure de ses responsabilités. Il est une évidence que n'est pas journaliste qui veut, et les professionnels des médias doivent s'approprier le sérieux, la rigueur et le sens de responsabilité dans leur travail, ce qui demande d'eux régulièrement une remise à niveau. Il est indispensable de rappeler constamment aux journalistes les exigences de la profession, de rappeler et de travailler avec eux pour qu'ils s'approprient les bonnes pratiques journalistiques. C'est là la raison d'être de cet atelier de formation et du plan de formation continue que le ministère chargé de la communication souhaite mettre en place. Cet engagement s'inscrit dans la logique des recommandations des États généraux de la presse, dont le but est de gagner le pari de la professionnalisation de la presse togolaise. Pour ce faire, le journaliste doit aimer et respecter son travail en observant les règles élémentaires de la profession, en respectant les règles éthiques et déontologiques du métier, en respectant également le public et en servant la communauté nationale en toute responsabilité. Les journalistes venus de tout le pays vont donc apprendre davantage sur leurs responsabilités sociales, encore très grandes à la veille des échéances électorales. Lomé abrite depuis ce matin la 13e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics ORMP de l'espace UEMOA. Une rencontre de 5 jours au cours de laquelle des évaluations seront faites sur les travaux élaborés depuis 2008 ainsi qu'un partage d'expériences entre acteurs des marchés publics des pays membres. Kwasi Glé et Nathalie Panegui pour le compte rendu. Lors de sa séance du 28 juin 2014, le Conseil des ministres de l'UEMOA avait adopté la décision numéro 03/2014/CM/UEMOA portant plan d'action des réformes des marchés publics et des délégations des services publics au sein de l'UEMOA. Ce plan renferme des mesures immédiates à court, moyen et long terme dont l'exécution permettra d'accélérer l'atteinte des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté dans les 8 États de l'espace. Cette 13e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'UEMOA sera consacrée à l'évaluation des pays. Il s'agit donc au cours de cette rencontre de faire non seulement l'évaluation
de la distance parcourue, à savoir tout ce qui a été fait dans les États, de partager les expériences des uns et des autres, mais au cours de cette réunion, il s'agira également de voir les modalités de mise en œuvre du plan d'action. Le Togo a déjà fait du chemin dans la transposition des directives 4 et 5. Aujourd'hui, les textes togolais comprennent des dispositions conformes aux dispositions de ces directives-là, qui ont été adoptées en 2005 au niveau de l'UEMOA. L'amélioration du système des marchés publics est donc une affaire de tous. Représentant le ministre de l'économie et des finances du Togo, Daniel Tofio, directeur de cabinet, a félicité tous les acteurs et l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur contribution qui a permis l'émergence d'un cadre harmonisé de la commande publique au sein de l'UEMOA. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Le 15e sommet de la francophonie a connu son épilogue hier dimanche dans la capitale sénégalaise avec la désignation de Michael Jean comme secrétaire général de l'organisation pour succéder à Abdou Diouf. Aux côtés de ses pairs de 34 pays francophones, le président Faure Essozim Nanya Zingbe a participé depuis samedi aux travaux qui ont statué sur plusieurs sujets d'actualité, surtout sur le continent africain. Et puis l'objectif zéro discrimination, 0 décès et 0 contamination au VIH-Sida à l'ordre du jour ce 1er décembre, journée consacrée à la lutte contre la pandémie. La mobilisation reste toujours de mise au Togo et dans le reste du monde malgré les résultats satisfaisants enregistrés cette année.